Thierry Servilla, bonjour. Bonjour Pascal. Comment veux-tu te présenter, Thierry? Oh, ben écoute, moi, je suis psychiatre depuis plus de 30 ans et j'essaye de faire une psychiatrie un peu sensée à une époque où la psychiatrie vit une crise majeure et donc j'essaie de faire mon chemin et euh, l'hypnose bien sûr est avant tout qui a donné la colonne vertébrale à ma pratique et puis tout ce qui peut être utile pour moi de continuer, y compris la philosophie, la phénoménologie particulièrement. Alors, ma question que je vais te poser, c'est justement dans ton histoire de médecin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te marque? Est-ce qu'il y a un courant qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué? Est-ce que tu as le visage d'un patient qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as envie d'évoquer pour expliquer ton chemin? Mais ce qui m'a marqué, c'est Jacques-Antoine Malaravis, mon premier formateur en hypnose, qui m'a révélé vraiment l'hypnose, même si je pensais ne pas pouvoir être aussi intelligent que lui. Donc, il a fallu que je persévère avec d'autres formateurs. Mais au-delà, bien sûr, Milton Erickson, ma vie est consacrée à essayer de comprendre ce qu'a fait Milton Erickson pendant son... Et je pense que ma vie ne va pas y suffire. Donc, Erickson est effectivement absolument central dans ma vie. Et des patients qui m'ont marqué beaucoup, des patients qui m'ont appris des choses. Et il y en a tellement qui se présentent à mon esprit il y en a pas plus un qu'un autre. Les enfants m'apprennent beaucoup, les patients m'apprennent beaucoup. C'est pas un snobisme de dire chez les Ericksoniens que c'est les patients qui nous apprennent le métier, vraiment. Et qu'est-ce qui fait que tu mets comme ça Milton Erickson au centre de ton chemin, en fait, de ta colonne, comme tu dis, ta colonne vertébrale? Ah, c'est une excellente question et c'est difficile d'y répondre. Je pense que c'est l'épaisseur du personnage qui a su résister au piège de notre métier et notamment à la théorisation, je dirais un peu à la petite semaine, comme on dit, c'est-à-dire il a su résister à créer une théorie de plus pour rester dans l'observation clinique. C'est d'abord Erickson, un grand clinicien qui considérait que chaque personne était unique et ça, au XXe siècle, il fallait le faire et même au XXIe, de considérer que chaque patient est unique, c'est quand même une gageure fondamentale qu'il a laissée et qui laisse comme un défi. Vraiment proposer à un thérapeute qu'il faut une approche unique pour chaque patient et même éventuellement une théorie unique pour chaque patient, il faut le faire et pourtant, c'est une évidence. On n'a pas encore trouvé des théories qui s'appliquent à nos patients. Aucune. Il y a des petits outils, il y a des conceptions, il y a des concepts, mais on est totalement démunis au niveau théorique pour soigner nos patients, toujours en 2024. Donc, c'est l'observation clinique et c'est l'écoute du ressenti corporel au sein d'une rencontre unique qui peut donner lieu à, et heureusement ça marche, qui peut donner lieu à une conceptualisation hypnotique et thérapeutique propre à chaque patient et à chaque thérapeute aussi, hein, bien sûr. L'unicité du thérapeute intervient également. Ce que tu es en train de dire là, là par contre, c'est très particulier. Tu parles du ressenti corporel. Dans la Hum, psychiatrie clinique traditionnelle, on hum. recherche ce ressenti corporel? Non, pas du tout, Pas non, du puisque tout. Eh oui. bah, il y a une petite progression des thérapies humanisme et de l'hypnose, mais globalement, à côté du statut très particulier de la psychanalyse, dont je ne parlerai pas parce que je pense qu'il est quand même en déclin clairement. Ce sont les thérapies cognitives comportementales qui tiennent le haut du pavé et qui ont une conception de la conscience qui est objectivante et donc qui ne peut pas correspondre aux conceptions ericksoniennes. Hmm. Les TCC sont très utiles, bien sûr, hein, tout comme la psychanalyse peut l'être,
mais en termes de pensée, l'intervention, c'est notre corps qui est notre guide. Enfin, notre corps, c'est nous. Et c'est ce qui se passe dans notre corps. Moi, je suis convaincu de ça, qui peut nous aider à aider les gens. C'est notre corps. Une question qui peut paraître banale, ordinaire, mais elle l'est pas complètement. La pathologie de Milton Erickson, elle a joué un rôle dans cette écoute du Hmm. corps. Bien sûr, C'est son elle a joué corps un qui rôle. l'écoute au départ, hein, c'est son corps. Ouais. Mais pour se rééduquer de sa maladie neurologique, de son coma, il a vraiment travaillé sur lui-même plus pour se rééduquer. Et au-delà, donc, le fait d'être atypique, d'être hors cadre par rapport aux jeunes de son âge, quoi. Comme on lui disait à la fac de médecine, toi, tu n'es pas un danger pour nous, lui disaient les gars en termes d'interaction avec la gente féminine et autres. Il était absolument hors cadre. Et non seulement il n'a pas craqué, mais il s'est construit dans cette ambiance très éprouvante et il s'est forgé, et c'est l'aspect génial d'Erickson, c'est ce qui ne s'est pas forgé sur la toute-puissance de la volonté ou sur des choses assez fallacieuses, il s'est construit sur l'interaction avec l'autre et l'orientation vers les ressources de l'autre. Et c'est absolument génial. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça, même en 2024. Donc le ressenti physique, le Hum. ressenti clinique, somatique, la rencontre avec la pensée et ouvrir la porte aux ressources de chacun. C'est ça que Oui, j'entends. c'est vraiment, oui, de concevoir que chaque être humain est unique et tout est là pour moi, donc de se mettre à l'école de chaque rencontre pour identifier un monde nouveau, jamais rencontré, et d'apprendre les règles du monde du patient dans une position très basse et très humble. Et après, bien sûr, on peut un peu s'amuser. L'humilité permanente n'est pas forcément toujours excellente. On a le droit de pouvoir s'amuser. Erickson s'amusait avec ses patients quand c'était possible. Il avait beaucoup de plaisir à pratiquer l'hypnose, à raconter des histoires plus ou moins vraies et à pondre des pseudo-théories dans lesquelles il ne croyait pas du tout d'ailleurs. Euh, il avait beaucoup de plaisir. Donc, l'humilité et le plaisir sont les deux corps du thérapeute pour moi actuel, enfin qui essaye de mettre ses pas dans ceux d'Erickson. Alors tu parles, Thierry, d'hypnose orientée solution. Mmh. Tu le pratiques, tu l'expliques, tu l'enseignes. Tu vas venir le faire à Annecy au mois de novembre. Je t'en remercie. Quel lien tu fais avec cette hypnose orientée solution et ce que tu viens de dire avant en parlant d'Erickson? En fait, les hypnothérapeutes orientés, ou comme je préfère dire centrés solutions, ont pondu une pédagogie de l'hypnose ericksonienne inégalable, hyper logique, très pédagogique, ce que n'avait pas fait Erickson, et ont laissé une méthode ultra logique pour construire l'intervention hypnotique. Et moi qui ai eu la chance de connaître les concepteurs de l'hypnose orientée solution, j'ai trouvé que vraiment c'était un devoir de ma part de relancer l'enseignement de l'hypnose centrée solution qui était, pas en enfin, qui était quand même en train de se perdre, hein, en perte d'intérêt, et puis aussi de l'enrichir, hein, puisque paradoxalement, les concepteurs de l'hypnose centrée solution ne s'intéressaient pas à la transe hypnotique. Donc, ils ne parlaient pas d'hypnose dans l'hypnose centrée solution. Et donc, je me suis simplement contenté de réintroduire l'hypnose, puisque De Chazer était formé par les Ericksoniens. Il n'a jamais cessé de se référer à Erickson. Et c'est une évidence que c'est une base pour lui. Et également, j'essaye d'apporter tout ce qu'on connaît maintenant sur les émotions, c'est-à-dire les émotions sont des solutions. En 2024, avec les travaux de Greenberg et autres, on doit voir les émotions comme des solutions. C'est comme ça qu'on les voit de plus en plus. Et donc, d'intégrer dans l'approche centrée solution l'utilisation des émotions comme des solutions déjà existantes. Et ça,
je suis assez content de moi. C'est, c'est pas, euh, c'est pas en termes de fierté, mais parce que ça rend service aux thérapeutes. Les émotions sont des solutions. Il y a qu'à se baisser pour les ramasser, je dirais, de s'intéresser aux émotions du patient comme des solutions, contrairement à ce qu'ils nous disent toujours, comme quoi les émotions sont des problèmes pour eux. Mais c'est ce que nous laisse Erickson aussi. Potentiellement, les émotions sont des solutions et la recherche en psychologie sur les émotions conforte ça depuis 20 ans. Donc, j'allais dire, c'est comme dans du beurre, si je peux me permettre cette expression un peu familière. Il y a, la thérapie, c'est pas compliqué. L'hypnose, c'est pas compliqué. En fait, avec tous ces éclairages-là, en 2024, il y a des choses un peu difficiles. Bien sûr, le traitement des traumas peut être compliqué avec certains patients, mais l'hypnose n'est pas compliquée. L'hypnose, c'est d'une simplicité enfantine. Alors, quand tu dis ça, moi, tu me fais penser à la dictologie, où je passe tout mon temps. Quand un patient vient nous voir pour arrêter quelque chose, il est envahi par les émotions. Et c'est pour ça qu'il consomme, mais pas par toutes les émotions. Il est envahi par des émotions qui le font souffrir, qui le détruisent, qui l'isolent. Quand on propose de l'hypnose, même si elle est très brève, Est-ce que je peux te dire quelque chose? oui. C'est pas les émotions qui font souffrir. Enfin, c'est-à-dire, tu as des émotions dont le sens est de souffrir. La tristesse, il faut qu'elle fasse souffrir pour être un moteur pour aller vers des choses joyeuses, ce qui est le rôle de la tristesse pour faire court. Hmm. Donc, la douleur doit être pénible pour jouer son rôle de protection du corps humain et de la vie. Il est nécessaire que la douleur soit pénible, mais c'est surtout le constat, c'est ce qui fait souffrir dans les émotions, c'est que l'humain ne sait pas utiliser ses émotions, ne sait pas vraiment utiliser cette énergie qu'il y a dans chaque émotion et qui a toujours un but positif pour la santé et la vie. C'est ça qui fait souffrir, c'est l'absence de culture euh, dramatique, surtout dans nos cultures occidentales, où on n'arrive toujours pas à voir, ou très difficilement, les émotions comme des solutions, alors que la recherche en psychologie nous le montre. Si on est là aujourd'hui, après avoir franchi la préhistoire, c'est grâce aux émotions qui ont protégé nos ancêtres. C'est parfaitement clair aujourd'hui. Donc, on souffre dramatiquement d'une absence de culture à utiliser nos émotions. On n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas ça au collège, on n'apprend pas ça dans la fac de médecine, on n'apprend pas ça en fac de psycho, on n'apprend ça nulle part globalement. Utiliser nos émotions. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je vais intégrer ce que tu as dit. Moi, ce que je ressens avec des patients addicts, c'est qu'ils vont chercher la substance Mm, pour devenir anesthésiés aux émotions. Et l'hypnose fait pas ça du tout. L'hypnose leur permet de prendre une émotion, mm, de la découvrir, d'apprendre à la comprendre, à la connaître, quelle que soit l'émotion. Tu as raison. mm, Donc c'est ça qui est étonnant, mais qui n'est pas du tout la démarche avec la substance. C'est pour ça qu'il va y avoir une démarche mm, vraiment nouvelle. Et quelque mm. part, ce que tu dis, qui effectivement est très nouveau, dire à un patient, mais au contraire, appuyons-nous sur ce que vous ressentez là, puisque vous êtes en train de me dire quelque chose, c'est riche. C'est riche, sauf quand il y a trop de substances qui empêchent de le faire. C'est pour Bien ça que c'est sûr, intéressant. Ouais. l'addiction pour moi est le champ pathologique le plus difficile à traiter parce que vraiment il y a effectivement comme tu dis très bien, cette sorte de non-sens dans l'attitude vis-à-vis des émotions. Il y a dans le pire des cas une dissociation vis-à-vis des émotions et c'est dramatique de, de, de vivre sans émotion ou avec des émotions biaisées et de perdre le contact avec les émotions de la vie. Euh, je me réfère beaucoup à un philosophe qui s'appelle Michel Henry, qui considère que les affects, ce sont la vie, que la vie est un processus d'auto-affection, c'est-à-dire la vie génère et aide des affects. L'addiction consiste à quitter la vie, malheureusement, au sens littéral, dans les complications les plus graves. Mais c'est vraiment, je trouve que ton intérêt, ton travail concernant les addictions est essentiel et il faut vraiment une nouvelle période dans le traitement des addictions et tu y contribues. C'est un grand besoin, c'est un champ qui est en expansion, les addictions, ça devient quelque chose qui est en train de se généraliser quasiment, les addictions. Donc
c'est une priorité de santé publique évidente. Et pour les praticiens de l'hypnose, c'est un champ vraiment essentiel de traitement des addictions. Alors, dans ce que tu me dis, toi, à quel livre tu penses, Thierry? Nous sommes en milieu d'été, on va rentrer dans la deuxième partie là, du mois de juillet. Qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui ont envie de se détendre, de lire, qui peut être de l'hypnose ou pas de l'hypnose, et qu'est-ce que tu leur conseillerais de lire dans ce que tu as écrit? Ah, dans ce que j'écris, ben, tout dépend de ce qui intéresse. Donc, dans le livre sur l'auto-hypnose, donc réédité, Comment échapper au stress, là je ne sais plus trop, c'est pas un bon titre d'ailleurs. Je présente Erickson et l'hypnose. Donc, l'intérêt pour l'hypnose va porter vers, et la découverte d'Erickson, qui est quand même quelque chose d'essentiel, comme je disais, va porter vers ce livre. Mais sinon, pour les gens qui veulent progresser en hypnose, qui veulent construire mieux, et surtout ceux qui sont un peu tentés d'abandonner l'hypnose parce qu'ils trouvent ça trop difficile, c'est le compliment qui guérit, c'est mon livre sur l'hypnose centrée solution. Je l'ai fait pour eux. J'ai fait ce bouquin pour ces gens-là qui sont en train d'être découragés et de dire l'hypnose, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué. L'hypnose, c'est simple et j'essaie de le montrer dans mon livre, dans ce livre-là, Hypnose centrée sur les solutions. Est-ce que tu as en tête une musique, un film ou un artiste, sculpteur dont tu aimerais parler? Ça me fait vraiment marrer parce que ce qui me vient, c'est Sergio Leone. C'est des films de Sergio Leone où il y a Clint Eastwood, notamment solitaire, qui essaye de suivre son chemin. Je pense que le cheminement de l'hypnothérapeute, même s'il il est fondamental qu'il soit relié à d'autres, mais c'est un cheminement essentiellement solitaire, comme Clint Eastwood dans, je ne sais plus, Le Bon, la Brute et le Truand, je crois, avec la magnificence des images et des paysages, et le côté éprouvant de la vie dans les films de Sergio Leone. La vie est dure et il y a de la violence. La vie n'est pas toujours gentille, hein, loin de là. Et je pense à ce film, j'en suis étonné, mais je pense à ce film pour te répondre. Le bon, la brute et le truand, oui. Alors, tu vois, là, ça me fait sourire parce que là, tu parles donc d'un western, et là, tu me fais penser au fils de Clint Eastwood qui joue de la contrebasse, et il peut pas passer sa vie à jouer seul, donc il ne va faire naître sa Oui. musique qu'avec les autres. Donc, il a un jeu qui est complètement solitaire sur la Mm, contrebasse, puisqu'il n'y a que lui qui en joue, mais grâce mm, aux autres, avec les autres. C'est assez sympa, ça montre bien qu'il y a quand même un bel échange. mm. Je ne crois pas que Clint Eastwood joue de la musique. Je pense qu'il n'y a que son fils qui joue. J'ai jamais vu jouer le père. Moi non plus. Moi non Hmm. plus. Le fils est un merveilleux musicien et compositeur, oui. Mm. J'aime beaucoup. La musique, c'est fondamental. Les rapports entre hypnose et musique sont absolument évidents pour moi. Enfin, qui considère la musique comme une nourriture essentielle de ma vie, une source d'énergie vitale, c'est absolument fondamental, la musique. Que serait la vie sans la musique? Il n'y aurait pas d'hypnose sans musique, je pense, quelque part. Enfin, en tout cas pour moi, qui voit la musique comme essentielle. Alors, Le tu vois, rythme, on a fait, le rythme. la conférence qu'on a faite avec Jean-Claude Lavaux sur la culture, accepter la culture de l'autre pour s'en servir, pour aller vers lui. On n'a Mm, finalement pas parlé de la musique. Donc, on pourrait complètement refaire une conférence où on ne parlerait que de la musique. Et c'est quand même assez absolument. extraordinaire d'imaginer comme chaque musique traditionnelle amène dans un pays même. Jean-Claude d'ailleurs le disait, que quelqu'un qui vit à Strasbourg, qui vient du Pays Basque, si le médecin lui dit, mais je crois que vous êtes du Pays Basque, il va bien. Il va bien parce qu'on ouvre une porte. Et donc la musique, je trouve qu'elle ouvre des portes, vraiment des portes. Euh, Je pense que l'hypnose est un type particulier de musique, quelque part, peut être vu comme un type particulier de musique et un art, une technique et un art uniquement musical, quelque part, l'hypnose. C'est de la musique. alors je vais te raconter quelque chose pour terminer qui m'a marqué là, cette semaine. Je vois un patient qui a beaucoup souffert dans les addictions. Et puis il me dit, bah, pour m'endormir, j'écoute les bandes vidéo enfin, les bandes sonores d'un tel à la radio. OK? Je dis rien. Et puis il décrit comment il est. Je dis, mais au fait, comment ça se fait que d'écouter quelqu'un, ça puisse vous aider à vous endormir? C'est pas banal quand même, la voix de quelqu'un.
Évidemment, on est de raconter une histoire comme il a pu entendre quand il était petit. Et quand je lui dis ça, il m'a dit non, j'entendais pas ça quand j'étais petit, mes parents se battaient. Et c'est le moment où j'avais la chance de pouvoir rêver Hum, pour me protéger. hum, Et donc après, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que pourquoi une voix de quelqu'un qui pratique l'hypnose peut nous accompagner? Ben, parce hum, qu'elle nous raconte une histoire. hum. Et lui, Bien sûr. il a appris très tôt à se raconter des histoires. Donc je lui demandais de me raconter une histoire. Hum. Hmm. Nous sommes faits d'histoire. J'ai lu dans un bouquin, je ne sais plus lequel, le cerveau humain est un organe qui a besoin d'histoire. La vie cérébrale a besoin d'histoire. L'être humain a besoin d'histoire. Nous sommes tissés d'histoire. Nous sommes, nous sommes fondamentalement une histoire. L'histoire qu'on a reçue de nos ancêtres, les histoires que nos patients inventent, même si elles ne sont pas toujours très bien conçues, leurs histoires. On est là justement pour les assister. Je trouve l'approche narrative est essentielle aussi pour l'hypnose contemporaine, en mettant au premier plan l'importance des histoires pour l'être humain. Erickson, effectivement, racontait énormément d'histoires, ce qui est tout à fait cohérent. Euh, L'art de raconter des histoires et évidemment, quand tu parlais de l'apprentissage pour l'hypnose, les conteurs sont les maîtres en hypnose absolue, les grands cinéastes, les poètes, les chanteurs qui racontent des histoires dans leurs chansons aussi, les peintres qui racontent des histoires, les BDistes. Vraiment, nous consommons d'histoire, nous, les hypnothérapeutes, c'est notre carburant. Tu sais, quand j'étais en Bretagne, quand on écoute des histoires en Bretagne, j'avais parlé avec Denès Prigent, qui est un des conteurs, chanteurs Oui, bretons. Et bien je lui sûr. ai dit, mais c'est étrange, là, dans votre dernier album, c'est-à-dire il y a 5 ans, vous avez chanté une chanson en français. Alors il sourit, et je lui dis, mais elle Hum, finit bien. Mais il me dit oui, les histoires ne doivent hum, pas finir bien. Mais j'avais envie hum, de la faire hum, finir bien. Donc, ça veut dire hum, qu'il racontait une histoire qu'on lui avait racontée, mais il avait envie de mettre quelque chose qui, pour une fois, soit une hum, histoire, mais interprétée. C'est hum. intéressant, ça veut dire que l'histoire, on peut la raconter, mais on peut aussi se l'approprier, on peut s'en servir. On peut la faire vivre, l'histoire. Ben, écoute, j'apprécie ta référence à la Bretagne, la culture celtique à laquelle j'ai la chance d'appartenir parce qu'il suffit de vouloir être breton, selon ce que disait Alan Stivell. Donc, je suis breton et je me nourris du patrimoine narratif celte, que ce soit Merlin l'Enchanteur, Morgane, euh, les noms que j'ai un peu oubliés. Là, enfin, c'est un patrimoine pour l'humanité, la culture celte, d'une richesse merveilleuse. Il y en a d'autres, mais pas tant que ça. Pour l'hypnose, la culture celtique, la culture bretonne, et irlandaise, galloise, écossaise, c'est central dans ma vie, central dans ma vie. Et dans ma vie, comme disent les Celtes, j'ai un lieu à moi, un lieu dans lequel je vais, qui est à 300 mètres d'ici, près de la rivière de Sèvres nantaise. J'ai un arbre qui a besoin de moi et j'ai besoin de lui, comme disent les Celtes. Je vais le rencontrer parce qu'il y a il y a un double besoin. Lui et moi, on a besoin l'un de l'autre de cet arbre et il est essentiel dans ma vie. C'est la question de la nature comme d'une présence une nature dont on fait partie, dont on a évidemment besoin d'elle, mais elle a besoin de nous. Tu citais Jean-Claude Lavaux, je le rejoins beaucoup dans sa réflexion sur la nature. Évidemment, c'est central. Je ne peux travailler dans un bureau que, ben, ça peut paraître un peu snob de dire ça, mais je ne, je ne peux vraiment travailler dans un bureau en hypnose que si je peux voir un arbre par la fenêtre. C'est vital, c'est essentiel. Je ne suis pas du tout sûr de pouvoir soigner sans voir un arbre par ma fenêtre. Bon, bah, écoute, Thierry, merci pour ces mots. Je te dis à bientôt à Annecy. On fera des publications pour expliquer tout ça dans quelques semaines. Bonne suite d'été et puis merci d'avoir été présent. Merci pour ton invitation. C'est un très grand plaisir de venir euh, dans en Savoie, c'est C'est ça, ça en en Savoie? Haute-Savoie même, en En Haute-Savoie. Haute-Savoie, Ouais. ok. À bientôt. Et c'est une grande joie. À Au revoir. bientôt. À Au bientôt. revoir, Et il Pascal. y aura des arbres, tu verras plein d'arbres. Ah, super, formidable. Au revoir.